Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes à Cabrières, un petit village à l'est de Nîmes, pas loin de Colias et du Pont du Gard. Nous étions la semaine dernière à Lédenon et la semaine d'avant à Pouls. Nous poursuivons notre visite des villages de l'est de Nîmes. Nous allons donc découvrir le village sous toutes ses facettes, avec notamment le château qui est derrière moi. Nous ferons donc un petit historique du village et des monuments à visiter ici, dans ce merveilleux village en pierre typiquement provençal. C'est parti donc pour ce nouveau territoire. On va commencer tout de suite par notre rencontre avec Monsieur le maire, Gilles Gadille. Je suis né à Cabrières, effectivement, de parents qui sont nés eux aussi à Cabrières. Et puis ça remonte à quelques générations, mais bon, je ne suis pas resté toute ma vie ici. Je suis parti un petit peu ailleurs professionnellement, sur Paris, sur Marseille. Enfin bon, j'ai un petit peu navigué. Puis je suis revenu fin des années 80 sur Cabrières pour m'installer définitivement. Pourquoi alors ce retour? Eh bien, parce que j'aime mon village. C'est déjà une bonne raison. Et puis, après avoir vécu dans les quartiers nord de Marseille, après avoir vécu au chemin bas d'Avignon, mais à une autre époque, hein, une époque où c'était peut-être un petit peu plus calme et un petit peu plus, on va dire, ouvrier. Après avoir vécu dans Paris aussi, on aspire peut-être à revenir aux sources, même si certains le font beaucoup plus tard. J'ai pu le faire un petit peu avant, donc j'en ai profité et je l'ai fait. Alors parlez-nous de votre vie au quotidien, un maire de village comme ça. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour son village? Alors, un maire de village, déjà, il n'a pas que ça, il a aussi une profession. Et moi, je suis postier, puisque c'est mon travail. Donc, le matin, je travaille à la poste, et l'après-midi, je le consacre à la mairie. Je viens pour tout ce qui est, j'allais dire, du quotidien, et puis gérer les dossiers qui sont en cours sur les différents projets. Et on prend un petit peu de ce temps-là aussi pour aller sur Nîmes Métropole, puisqu'on appartient à l'agglomération de Nîmes. Et on apporte aussi sa contribution dans ce cadre-là, qui nous le renvoie aussi au niveau de notre village. C'est-à-dire que bon, il y a une interconnexion entre les villages et l'agglo. Hein. L'agglo, c'est pas quelque chose d'à part. L'agglo, c'est formé de 23 villages pour le moment. 27, je crois, à partir du mois de janvier. Et donc, c'est un travail qui va dans les deux sens, hein, qui va des communes vers l'agglo et l'agglo en soi vers les communes. Depuis 1995 que vous êtes le maire de Cabrières, comment vous l'avez vu évoluer Alors en 1995, il y avait 1117 habitants exactement, puisque c'est le dernier recensement. Et donc l'évolution fait qu'entre 1999, donc dernier recensement, et 2007, il y a eu 130 habitants de plus. Donc c'est une évolution assez modérée. Pas beaucoup de nouvelles constructions, à part peut-être dans le bas du village. On voit des maisons neuves, dont la vôtre d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. Et puis certaines maisons qui se sont faites sur le moulin à vent, à peu près une vingtaine de maisons qui sont construites sur 3 hectares à peu près. Donc ça laisse quand même de la place sur les maisons, sur des terrains d'à peu près 1000 mètres carrés. Hein, et bon, ça donne l'impression effectivement que le village s'est énormément agrandi, mais en gros ça représente une cinquantaine de personnes, à peu près sur 2-3 ans, quoi.
par rapport à ces habitations nouvelles. Il y a aussi des habitations d'habitat du Gard où vous avez fait des logements sociaux. Oui, tout à fait, mais c'est pas dans le même secteur, c'est plutôt sur l'ouest du village, sur la Boucarude. On a fait quatre petites villas. Quatre petites villas, sans franchement qu'on y soit obligé par la loi, puisque la loi prévoit que les habitats sociaux sont obligatoires à partir de 3500 habitants. Mais je pense que bon, ça fait partie aussi de la solidarité que doit avoir un petit village avec les grosses communes, qui eux sont tenus de faire de l'habitat social. Et puis l'habitat social, pour moi, c'est loin d'être un mot péjoratif, puisqu'à quelque part, quand même, dans le village, il y a beaucoup de propriétaires privés qui font du locatif. Donc, à quelque part, pourquoi une municipalité ou un office d'HLM ne serait pas capable de faire pareil, hein? La population est la même et ça pose absolument aucun problème. Alors, les spécificités du village, c'est déjà d'être un petit village tout proche de Nîmes. À 15 km de Nîmes, c'est 10 minutes, quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et ça reste encore avec un esprit rural. On connaît tout le monde, on côtoie tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. C'est quelque chose qui est à souligner parce que c'est pas commun, ça se passe pas partout. On entend les cloches aussi en plus dans le village. Ça fait débat des fois, mais bon, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Ça reste quelque chose de parfaitement rural, de parfaitement local. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on est sur le passage du Gardon. Pas loin du pont du Gard, pas loin de sites touristiques quand même très, très connus. Et puis sur le village, il y a aussi une activité un petit peu touristique parce qu'on a un hôtel-restaurant de grande qualité, l'Enclos des Lauriers Roses. On va aller le voir tout à l'heure justement. Voilà, mais je crois que vous allez être agréablement surpris parce que c'est un endroit qui est vraiment charmant. Allez, justement, nous on part en visite à l'Enclos des Lauriers Roses. On retrouvera Monsieur le maire tout à l'heure. C'est dans un écrin de verdure et de laurier évidemment que se cachent les magnifiques pierres de cette résidence hôtelière. C'est au fil des années que la famille Bargeton a acquis et restauré ce site magnifique, patiemment, année après année, avec des pierres originaires en partie du voisin, le pont du Gard. C'est quand même une très longue histoire. Parce que nous sommes originaires du village et la famille de génération en génération est implantée depuis 3 siècles dans le village. Voilà. Et donc mes parents possédaient leur maison d'habitation et quelques terrains ou vieilles bâtisses tout autour. Et disons qu'avec l'achat successif de terrains ou de maisons adjacentes à celles que l'on possédait, on a créé tout ce complexe. Un village dans le village, fait de dédales de ruelles, d'arbres magnifiques, 3 piscines, des terrasses avec une vue imprenable sur le village de Cabrières. L'Enclos des Lauriers Roses s'étend sur près de 5000 m², offrant de somptueuses suites parentales, un lieu idyllique pour qui veut visiter la région. Voilà, on vient de voir un petit peu, on a fait un petit peu le tour là dans les allées avec c'est magnifique, hein, c'est paysager, c'est splendide. Ça attire une clientèle souvent étrangère, j'imagine. Oui, donc tellement étrangère. Il concerne plutôt les pays limitrophes, donc la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, et à un degré moindre, un petit peu les pays britanniques. Voilà. Ils viennent chercher le soleil donc à Cabrières. Oui, principe. La gastronomie française aussi.
Également, oui. Oui, oui, ils sont très friands de gastronomie, de bons vins. Voilà. Comment vous vous êtes fait connaître justement de cette clientèle étrangère? Vous avez un site internet? Comment vous avez fait pour vous, Cabrièrois, vous faire connaître à travers l'Europe? Effectivement, aujourd'hui, on travaille essentiellement par Internet. Mon frère s'occupe de cette partie-là, il est assez spécialiste. Il est important d'avoir un site qui présente tout notre ensemble. Mais auparavant, nous figurions sur des guides tels que les Logis de France ou Châteaux et Hôtels de France, qui nous ont aidés à démarrer et à attirer une clientèle qui recherche un peu notre type d'établissement. En hôtellerie, vous êtes en 3 étoiles. Comment se font les attributions justement des étoiles? J'imagine qu'au début, vous n'aviez pas 3 étoiles. Non, il faut 1 ou 2 ans et faire une demande préfectorale. C'est la préfecture qui attribue le classement. Qui se fait comment par rapport au site, aux places, au nombre de chambres? Comment ça fonctionne? La classification se fait par les équipements nécessaires par rapport aux surfaces des chambres, par rapport au confort. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de limitation du nombre de chambres, qui soit élevé ou bas en fait. C'est par rapport au cadre, aux piscines qu'on voit, parce qu'il y a plusieurs bassins, au fait qu'on soit près du centre du village où il y a quand même des commerces, donc je pense que c'est un plus aussi, non, dans la classification, ça compte? Auparavant, non. Cependant, aujourd'hui, les pouvoirs locaux sont en train de revoir effectivement la classification des hôtels et les normes par rapport à de nouveaux équipements qui existent. Parce que la classification est assez ancienne. Donc aujourd'hui, beaucoup d'établissements ont l'Internet, le Wi-Fi, les piscines, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc toute cette classification est en train d'un petit peu de changer. Est-ce que vous avez des anecdotes de votre enfance passée ici à Cabrières? Où l'on se trouve actuellement, auparavant, où il n'y avait pas de construction. Et c'était un terrain vague. Et pas mal d'herbes, c'était pas débroussaillé, etc. Et lorsque j'étais jeune, je m'amusais sur ce terrain. Et en étant dans... C'était de la garrigue, c'est-à-dire une végétation assez austère, etc. J'avais l'habitude de revenir toujours avec des énormes écharpes dans les, dans les cuisses ou dans les doigts. Voilà, puis aujourd'hui, c'est devenu un hôtel et un espace avec des bâtiments, des piscines. Et à l'époque, je n'imaginais pas un jour que ce terrain deviendrait ce qu'il est. Voilà. Bon, c'est le destin ou les aléas de la vie. C'était prémonitoire un peu alors. Oui, pour l'instant, la famille continue d'occuper l'espace à Cabrières. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. On va partir du côté maintenant de Suzanne Réolon qui est tailleur de pierre à Cabrières. Je suppose que vous la connaissez? Oui, oui, tout à fait. Elle a fait certaines margelles de piscine lorsqu'on a débuté. Et effectivement, lorsqu'il faut parfois un petit peu rénover certaines pierres, etc., je fais appel à son mari. Voilà. Merci. On va donc voir ce reportage consacré à Suzanne Réolon. C'est donc Territoire toujours sur Cabrières. Je pense que c'est le goût des réalisations matérielles et aussi de la création, de l'imagination de ces réalisations-là. C'est-à-dire que j'aimais bien imaginer un décor, j'aimais bien imaginer du mobilier, une sculpture qui va s'adapter à un lieu. Et puis j'aime aussi la réaliser, j'aime la matière, j'aime y mettre la main. Pourquoi la pierre je ne sais pas trop, finalement c'est instinctif. J'ai toujours dessiné, je crois que je suis née avec un crayon, j'ai toujours dit que j'ai dû naître avec un crayon à la main, j'ai toujours adoré dessiner.
Et j'ai commencé à travailler la pierre depuis une vingtaine d'années. Voilà, sans avoir d'ailleurs goûté à d'autres matériaux, c'est vrai. Par contre, je modelais l'argile pour arriver à mettre en forme des idées. Donc c'était déjà une recherche de volume. Je dirais que c'est vraiment un pari. Parce que ça n'est pas qu'une recherche de forme, ça n'est pas qu'une recherche d'esthétique. Il faut aussi essayer de dompter un petit peu le mouvement d'eau qui s'infiltre, qui coule sur la pierre. C'est aussi lié à mon goût pour la nature. Sur un lieu d'exposition, un médecin d'ailleurs m'avait expliqué de façon très savante l'effet bénéfique à l'écoute du mouvement d'eau. On se décharge, je pense, on se décharge de ions négatifs. Je ne pourrais pas vous expliquer comme lui, mais il y a vraiment un effet qui se produit, un effet physiologique. Le Feng Shui qui conseille justement de disposer chez soi, de mettre en place une fontaine chez soi. Cette massette, dite massette portugaise, qu'on utilise pour la sculpture, c'est très traditionnel. Bon, elle fait quand même 1,2 kg. 1,2 kg. Quand on commence à tailler, souvent on a des douleurs au niveau du coude, c'est le fameux tennis elbow, mais bon, ça passe finalement. Et puis on oublie complètement le poids de l'outil, on l'oublie complètement, on ne sent plus du tout. C'est très traditionnel, c'est vrai, mais je pense que ça s'explique parce que où qu'on place l'outil, la massette sur le ciseau, on n'a pas besoin d'y jeter un œil, on est toujours bon, on est toujours bien placé. Alors qu'avec une massette qui aurait plutôt une section rectangulaire, bon, il faut plus ou moins, même si là aussi ça devient un réflexe, jeter un œil, savoir comment on pose l'outil. Là on oublie complètement, on est toujours bien placé. Ça s'appelle des ciseaux, un ciseau, pas des ciseaux justement, c'est pas pluriel, c'est singulier. Donc il y a des ciseaux de taille différentes, de dimensions différentes, de largeur différentes et aussi plus ou moins galbés. Ça ressemble à une gouge comme on utilise pour le bois par exemple. Ils sont là beaucoup plus étroits, donc qui sont plus adaptés bien sûr à une sculpture plus fine. Voilà, ils ont un manche en bois ou pas d'ailleurs. Là aussi le coup est différent, parce que le manche en bois absorbe le coup d'outil. C'est très archaïque finalement, tout à fait. On perpétue comme vous dites, il n'y a pas tellement de nouveautés. On utilise davantage bien sûr les outils électriques qui n'existaient pas dans le temps, que c'est plutôt, pour moi en tout cas, pour ébaucher, pour dégrossir, pour ébaucher, pour aller plus vite vers la forme. J'ai essayé de tailler avec des outils pneumatiques, j'ai tout ce qu'il faut d'ailleurs, mais je ne m'en suis jamais servi, vraiment. Je continue à jouer comme quand j'étais gamine. Depuis 1964, Yacono est le spécialiste régional des technologies de l'image et du son. Cette salle vous attend sur 850 m² avec les plus grandes marques en démonstration. Love, Bose, Onkyo, Yamaha, Canon. Sans oublier les téléplasmas et LCD ainsi que plus de 20 vidéoprojecteurs en démonstration. Yacono, c'est aussi la création de votre salle de cinéma THX à domicile. Yacono, c'est boulevard Jean Jaurès à Nîmes. Nous sommes maintenant dans votre bureau, monsieur le maire, avec de jolies photos. C'est des photos de Cabrières derrière nous? C'est des photos de Cabrières qui ont été réalisées par un photographe amateur, mais de grand talent quand même. Je dis ça, c'est un collègue postier, mais franchement, je reconnais qu'il a beaucoup de talent et c'est vrai qu'elles sont appréciées par toutes les personnes qui les voient. Alors des talents, il n'en manque pas à Cabrières. Il y a des peintres, un tailleur de pierre, un ferronnier. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de tous ces artistes du village? Il y a effectivement des artisans. On a un sculpteur de pierre, on a un ébéniste, mais je crois qu'on ne dit pas un ébéniste. Jean-Pierre m'en voudra pas, ça a un nom particulier, ce qu'il fait. Il y a un ferronnier. Il y a énormément de personnes qui
qui vivent, hein, qui sont artisans, qui vivent de ça. Et puis il y a beaucoup d'artistes amateurs, beaucoup de peintres, beaucoup de personnes qui font des choses magnifiques avec leurs mains. De temps en temps, on a même l'occasion de faire des expositions et on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de talent sur la commune. Ça fait maintenant presque 15 ans que je me suis remise à la peinture de façon très professionnelle, je veux dire. Parce qu'avant, j'ai eu une carrière d'institutrice, une carrière de femme de famille. J'ai été passée par les Beaux-Arts à Nîmes. Et puis après, la vie a fait que je suis partie à Madagascar, mais j'ai toujours continué à peindre et depuis l'âge de 12 ans. Je tisserai des chants aux soirées au levant, un point pour chaque étoile, chanson de toile. Il y a tous les peintres impressionnistes qui sont quand même, qui restent quand même des modèles, mais j'aime bien l'abstrait aussi. J'en fais pas, enfin j'en fais pas ou j'en fais comme ça, mais c'est je sais pas, j'ai peut-être pas encore l'attitude ou l'esprit où j'y viendrai jamais. Je sais pas si c'est un but dans ma vie de le faire, mais non, par définition, je suis plutôt figurative. Je fais pas d'aplat. J'aime bien que la couleur voyage dans le tableau, quoi, disons. Et puis bon, après, comme je fais plusieurs techniques, comme je fais aussi bien l'acrylique que l'huile, que le pastel, bon, ben, c'est vrai qu'avec chaque technique, on a une façon différente de travailler. Mais je vois par exemple de faire de l'acrylique, ça m'a aidé à avoir un geste plus ample aussi pour faire de l'aquarelle. Et comme en aquarelle, on est obligé de réfléchir avant, précisément à la lumière, avant de faire quelque chose, je pense que ça m'aide aussi pour le reste. Bon, je pars toujours d'un croquis, de trouver un peu le cadrage. Puis après, il y a une certaine liberté aussi dans l'interprétation. En ce moment, vous avez pu le voir, je suis un peu axée dans les rouges orangés. Mais c'est vrai que j'ai eu une période plus bleue. Il y a un peu des périodes. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la période bleue de Picasso. Mais c'est vrai qu'il y a des moments. Puis bon, ben, la tauromachie, puisque je me suis mise un peu dans la tauromachie, ça oblige un petit peu à traiter ces teintes-là aussi. J'aime bien jouer avec la couleur franche. J'aime bien mettre presque le tube sur la toile. On peut en voir une partie sur le site Les Arts Pimentés, qui est un cours, une association de peintres qui est nîmoise. Par exemple, là, j'avais exposé aux Costières de Nîmes, j'ai retrouvé des gens qui m'avaient rencontré au château de Bellecosse, qui m'avaient rencontré déjà à la galerie Jules Salle, et qui suivent, qui commencent à dire ah oui, c'est vous, on vous reconnaît, mais bon, il y a beaucoup de pannes dans le coin, et des peintres bien installés. Donc, Allez, parlons maintenant d'un des projets importants de la commune, la maison de retraite. Après quelques déboires concernant les travaux qui ont duré plus longtemps que prévu, en effet, il a fallu modifier les plans et la maquette ne ressemble plus vraiment à la construction actuelle. Vous avez un ruisseau qui passe derrière et la DDE a considéré que ce ruisseau pouvait inonder le terrain. Donc toute cette partie que vous avez en bas, qui était prévue dans le projet initial, s'est retrouvée au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce d'escalier. On a toute une ligne, un étage là, un demi-étage ici au-dessus et un demi-étage au-dessous. Et toute cette partie là-dessous est devenue un vide sanitaire. Voilà. Voilà la différence qu'il y a entre ce projet, qui remonte à 4 ans, 5 ans, et ce qu'on a actuellement sur place.
pourtant j'étais impressionné un petit peu au début parce que je me disais qu'on avait... je pensais sincèrement qu'on avait fait une grosse bêtise de faire cette espèce de bloc là au milieu, là comme ça, parce que c'était tout gris, c'était tout gros, tout impressionnant. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les choses avancent, je pense que l'architecte a eu une belle vision. Et on a un bâtiment, au dire de beaucoup de personnes, il y a peut-être des gens qui vont le critiquer, hein, c'est toujours possible, mais on a un bâtiment quand même qui vaut la peine d'être visité. On a un joli bâtiment. Et en plus, une maison de retraite sur une commune de 1300 habitants, c'est pas si mal que ça. L'inauguration est prévue pour janvier 2009. Un peu d'histoire maintenant, concernant notamment le nom du village, Cabrières, qui signifie étable à chèvres, du fait des nombreux troupeaux qui broutaient dans la garrigue. Cela fait plus de 6000 ans que le village est habité par les hommes. Quand les Romains ont occupé la région, ils ont colonisé le village. D'ailleurs, Civilia gallo-romaines sont réparties sur Cabrières et sont à l'origine des noms des quartiers. Le château est la famille Roverier, une famille présente à Cabrières depuis 400 ans. Elle a pour ancêtre Gabriel de Roverier, avocat de Nîmes, qui acheta le château pour moitié en 1510, puis en 1511. Cette famille a donné plusieurs premiers consuls à Nîmes et le père du cardinal y a également été premier adjoint. Parlons maintenant du cardinal de Cabrières, bien connu dans la région au moment de la révolte des vignerons. Il prit le parti des insurgés et leur fit ouvrir les églises de Montpellier afin qu'ils puissent y trouver refuge pour la nuit. C'est en 1911 qu'il fut proclamé cardinal. Il a reconstruit le château en 1848, il l'a habité à cette date et jusqu'en 1921, date de sa mort. Puis il l'a légué à une de ses nièces qui elle-même l'a légué à M. de Miolis, ancien propriétaire du château qui habite maintenant les dépendances. Il appartient depuis 1999 à un Danois, M. Grant. Un ouvrage sur Cabrières a d'ailleurs été édité aux éditions Lacour. Il s'intitule « Si Cabrières m'était compté » de Alain Nicolas, préfacé par Aimé Vielzeuf, qui pourrait vous être utile si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Cabrières. Nous sommes maintenant dans le cœur du village de Cabrières, dans le centre, près des commerçants, parce qu'il y a des commerces ici à Cabrières, 2 épiceries, une derrière moi avec en intitulé « Le secret du bon pain ». Mais justement, on va aller voir quel est ce secret. Allez, suivez-moi. Alors nous sommes donc dans l'épicerie de Cabrières avec Frédéric qui vend le pain là, qui sent bon, ça sent le bon pain chaud derrière nous. Alors Frédéric, on a vu l'intitulé du magasin, c'est le secret du bon pain. Alors quel est ce secret? Ah, bonne question. Le secret du bon pain, je vais vous dire la même réponse qu'il y a dans Pagnol avec l'histoire des sources, ça ne se dit pas. Ah zut, alors on le saura pas, c'est bien dommage. Bon, en tout cas, vous travaillez donc ici avec votre mari, dans le cœur du village. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Ça va faire 16 ans. En plus, il y a de la concurrence parce qu'il y a un autre épicier, donc c'est pour un petit village, ça fait beaucoup de monde qui travaille dans l'épicerie finalement. Oui, tout à fait. Il y a 2 commerces qui sont pour ainsi dire identiques, mais bon, le soleil brille pour tout le monde, donc c'est bien, les 2 vivent, donc tout va bien. Alors donc les spécialités, bien c'est l'épicerie évidemment, mais vous faites aussi, vous proposez des gâteaux et des spécialités pour les anniversaires, les mariages. Tout à fait, on fait de la pâtisserie sur commande, donc tout ce qui est pièces montées, pâtisserie, gâteaux d'anniversaire. Puis après on a quelques spécialités régionales comme les oreillettes, les fougasses, tout ce qui est bon. Bon, alors les villageois répondent présents, ils viennent souvent là? Oui, en principe, on a une bonne clientèle qui est assez fidèle de tout le village ancien, on va dire. Et puis on espère que toutes les nouvelles, tous les nouveaux arrivants,
vont suivre le mouvement de faire travailler le village et de faire vivre le village. Et que ça ne devienne pas un village dortoir. Que ça reste vivant justement, voilà. Pour que le village garde son identité de village et son âme de village tout en accueillant les nouveaux. Walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw 4 faces. Nous poursuivons notre visite de Cabrières à la Combe d'Arnon. C'est à la nuit tombée que nous rencontrons Laurent Saunier, viticulteur débordé. Il nous accueille dans son caveau qui, au départ, n'était pas vraiment prévu pour cet usage. On a créé la Combe d'Arnon en 2000 avec Gérard Sanchez, un collègue œnologue. Et voilà, au départ c'était un dépôt de vin parce on voulait travailler directement avec les cavistes. Et les cavistes ont distribué le vin dans les restaurants. Et les gens ont goûté le vin dans les restaurants et ensuite sont venus nous trouver sur le domaine directement. Donc il a fallu un peu aménager le dépôt pour pouvoir les accueillir correctement. Donc le bouche à oreille a bien fonctionné, ça veut dire que le vin est bon. D'ailleurs, la Combe d'Arnon est vendue que par le bouche à oreille. Commercialement, c'est les gens qui le goûtent dans les restaurants et puis 2 cavistes, un sur Nîmes et un dans le département des Hautes-Alpes, qui distribuent notre vin. Et c'est uniquement le bouche à oreille. La Combe d'Arnon, c'est un petit vignoble de 5 hectares. On produit un vin blanc, un vin rouge et un vin rosé sur un joli terroir, sur des terrasses, donc des faibles rendements, en moyenne 40 hectolitres hectares. On essaie des années où la production est un peu plus généreuse d'éclaircir les grappes à la main. Combe d'Arnon, c'est un quartier de Cabrières qui s'appelle comme ça. Alors, le métier de viticulteur, c'est beaucoup de travail. On travaille 11 mois sur 12. Alors, l'hiver, c'est la taille. Il y a 4 mois de taille dans les vignes. Ensuite, le travail au printemps, c'est le palissage, le débourgeonnage. Après, la partie le travail du sol, je vous disais, donc on limite les désherbants. On travaille le sol, on laboure le sol. Au niveau des traitements, c'est pas un vin bio, mais par contre, on fait partie d'un groupe de lutte raisonnée. C'est-à-dire, on est suivi par des techniciens de la Chambre d'agriculture et on se réunit 1 fois par semaine, on fait des observations sur les parcelles. Et d'après ces observations, si vraiment il y a une pression maladie importante, à ce moment-là, on déclenche les traitements. Donc c'est pas du bio, mais c'est pas du... C'est pas loin. C'est pas loin, voilà. Vous travaillez avec Monsieur Sanchez qui est l'œnologue. Oui, alors moi je m'occupe sur la Combe d'Arnon de la partie viticulture, travail des vignes, et Monsieur Sanchez s'occupe de la partie œnologie, vinification, voilà, le suivi du vin, la vinification du vin. Alors les vendanges, c'était tout récemment. Est-ce que ça s'annonce un bon cru cette année? Oui, on a eu un printemps, elles ont commencé par un printemps assez pluvieux. Donc il fallait faire très attention aux maladies, risque de mildiou, de pourriture. Donc il a fallu avoir des vignes, vraiment soigner les vignes.
Elles viennent de se terminer, donc nous on n'a pas eu spécial sur Cabrières. Je vous dis, on est sur un terroir en terrasse, donc un très bon. L'eau ne reste pas sur les parcelles, elle passe. C'est des terroirs en pente, et donc pas de problème de pourriture et des vendanges saines. La naissance de la Côme d'Arnon, c'est avant tout une histoire de famille. C'est papa qui a planté les vignes, le fils les travaille et maman vend le produit fini au caveau. Allez, on les quitte, la journée n'est pas terminée. C'est maintenant l'heure d'une petite dégustation avec les clients. Chin chin! Voilà, c'est la fin de ce territoire consacré au village de Cabrières. J'espère que ça vous aura donné envie de venir le visiter. Je vous souhaite de passer une agréable semaine sur Télémiroir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau territoire. Bonne semaine à tous, à jeudi prochain.